Maintenant, je vais vous présenter la directrice nationale de programme et politique publique de la Fondation Durham. Lydia, bonjour. Bonjour tout le monde et merci tout le monde pour vous joindre à nous pour ce webinaire sur mon expérience de greffe. Avant d'embrasser, nous voulons reconnaître le territoire autochtone de nos écoles inspirés par les appels à de 1994 pour la Commission de vérité et réconciliation. Les reconnaissances de territoire sont un premier pas nécessaire pour l'honneur des occupants de la place. Ça aide les Canadiens de reconnaître et respecter les croyances des peuples autochtones sur le territoire. Moi, je travaille et je vis à Toronto que sur les territoires traditionnels de plusieurs nations, Mississauga du Crédit, les Assiniboines, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Nous avons du respect pour les liens continus avec le passé, le présent et le futur dans nos relations continues avec les Premières Nations, les Métis et les peuples et les Inuits à travers tout le pays. La Fondation Durham aimerait remercier notre parrain pour celle de GSK Canada, Horizon Johnson, Otsuka, Paladin et Takeda. Leur support continu nous permet de réunir beaucoup de personnes comme aujourd'hui pour avoir des conversations plus larges, plus osées et plus courageuses. Aujourd'hui, nous voulons vous aider à que vous sentiez plus autonomisé. Nous sommes très enthousiasmés de pouvoir discuter de cette étude de 3 ans qui a mis l'emphase sur des personnes qui ont vécu des greffes. Plus de 1000 patients, des donateurs vivants et des soins ont participé. Les patients vont partager leur parcours et leur contribution au projet. On va aller voir pourquoi et comment participer dans les études. L'information aujourd'hui est à jour jusqu'au 29 octobre 2022. Le matériel de cette présentation n'est pas des conseils médicaux. Vous devez parler avec votre médecin et équipe de soignants sur votre situation de vie. L'information, c'est pour le public canadien. Nous allons vous présenter nos conférenciers de la journée. Merci de trouver le temps pour participer de Thibodeau, qui est la présidente de relations publiques et qui sert à améliorer l'engagement et l'automatisation des patients. La phase de son carrière professionnelle, la santé rénale, elle a un lien très proche à la communauté du rein et des greffes. Et ce projet est une opportunité de former partie d'une équipe responsable de s'assurer que les expériences des patients sont au centre des décisions qui se prennent sur la donation, le don et le greffe d'organes. Christy Caldwell, qui était la conseillère senior pour l'advocacy de Transplant Research Advisory pour la Fondation de recherche sur les greffes à la Colombie-Britannique. Elle a eu un greffe de cœur et elle est très au courant du rôle de la recherche. Elle croit que les partenaires, patients et familles sont très importants pour former la recherche et ce qui est important. Elle aussi est coprésidente du comité sur les dons d'organes et des greffes en collaborative et l'initiative de Santé Canada qui réunit les intéressés. Dr. Sandy Becker, qui est la présidente à travers son carrière de 28 ans comme infirmière et dans les soins de la santé. Elle a été dans le milieu académique et de pratique à travers le profil. Elle est très connue dans chacun de ses postes pour sa pensée entrepreneuriale et ses innovations. Elle est co-éditeur et auteur de livres de leadership pour l'innovation basée sur les preuves dans le nursing et les professions de santé. La deuxième édition est l'emphase de son recherche sur les gens qui vivent avec les systèmes de transformation et les gens qui vivent avec des maladies chroniques. Elle est fellow des Académies canadiennes américaines de nursing. Il a un doctorat
de l'Université de Gonzaga en 2011 et une maîtrise en la science de nursing en même institution en 2001. Et maintenant, je vais passer la parole à bonjour. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va prendre quelques minutes pour transférer notre parcours personnel vers le greffe et que vous compreniez pourquoi c'est tellement important pour nous ce travail. Comme je l'ai dit, je suis un récipient de greffe de cœur et j'ai commencé bien avant ça. Je suis né avec une maladie congénitale du cœur et j'ai eu de la chirurgie à cœur ouvert, des procédures. Et pendant mon adolescence, à l'âge de 17 ans, finalement, mon chirurgien m'a dit que je devais avoir une greffe si je voulais vivre. Évidemment, je voulais. C'était difficile à entendre, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a surpris vraiment. Mais je savais pendant toute ma vie que ça allait être vraiment la fin de ce parcours. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'était d'apprendre que la greffe ne pouvait pas se faire dans ma province de Colombie-Britannique parce qu'il n'y en avait pas un programme pour les greffes. Alors, ma mère et moi, nous allons devoir déménager à Toronto où j'ai été sur la liste pour les dons d'organes. Alors, j'ai quitté le seul moyen que j'ai connu pour aller dans une autre ville où nous ne connaissions personne et nous avons aucun appui. Et ça a été très difficile. Et je me rappelle très bien que quand j'ai dû quitter toute ma famille, mes amis, et je ne savais pas si j'allais les revoir. Et c'était très difficile. Puis j'arrivais à Toronto avec toutes les différentes évaluations pour se trouver sur la liste. Une fois ça était complet, j'étais sur la liste et on a commencé l'attente. À moins qu'on a vécu ça, on ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre un don d'organes. Je me voyais que je perdais toujours. J'étais en train de mourir un peu à chaque jour. Et c'était aussi difficile. Ma mère et moi, nous savions que je pourrais dormir pendant mon sommeil et que après une arythmie que mon cœur ne pourrait pas supporter. Et donc, c'était difficile. J'étais chanceuse. Et seulement après 3 mois et demi de temps, j'ai reçu un appel en disant qu'on pensait avoir un cœur pour moi. Et j'étais très contente, mais j'étais aussi pensé tout de suite à la personne qui a fait le don et sa famille. Il fallait que je le mette de côté parce que c'était trop. Et il fallait que je me concentre sur ce qui m'attendait. Et ça, c'était la survie. Alors, c'était de l'attente pour ce geste, c'était le plus difficile jusqu'à aujourd'hui. Comme j'ai eu de réjection et d'infection, de rejet et d'infection, c'était très difficile. Et en même temps, je me suis jamais senti si bien de façon bizarre parce que pour la première fois, je savais qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir un rythme cardiaque normal. Je pouvais rire, je pouvais parler, j'avais assez d'énergie pour aller me promener, chose qui n'avait pas jamais été le cas avant. C'était tout un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Alors, avec au fur et à mesure que le temps avançait, ma santé s'est améliorée, mais le côté émotif et psychologique qui a pris plus de temps pour se remettre. C'était très difficile de savoir que moi, j'étais en vie parce qu'il y avait le cœur d'un inconnu qui battait dans et ma mère aussi a eu la difficulté euh, elle regardait tout ce qu'il y avait autour et tous les sons particuliers dans l'unité des soins intensifs de l'hôpital. Alors, on était tous les deux traumatisés. Il y avait beaucoup, on ne savait pas parlait beaucoup pas du PTSD qui accompagnait les greffes. Alors, on mettait un pied devant l'autre et on a continué. Et Et cette année, ça fait 22 ans de vie avec le même cœur. Et donc, il faut avoir un temps si long avec le même organe donné. C'était très long. Et pendant ce temps-là, j'ai pu accomplir des choses que je ne pensais pas que c'est possible. J'ai pris mon diplôme
Je l'ai reçu, je me suis tombé en amour, je me suis marié. Et maintenant, j'ai une dame un peu folle qui reçoit des animaux pour comme maison d'accueil. Et j'espère qu'ils vont être tranquilles, mais ma vie a été très positive et je suis très reconnaissant. Mais il y a beaucoup de défis pendant le parcours. C'est pas un parcours facile. Mais récemment, j'ai pu célébrer mon 40e anniversaire, que c'était énorme pour très longtemps. Je voulais me rendre à 27 ans parce que ça voulait dire 10 ans après le greffe. Donc maintenant, je voulais m'arriver à 40 ans et je ne pensais pas que je vivrais aussi longtemps comme pour le voir. Maintenant, je reformule le plan. Alors, c'est quoi mon prochain objectif? Et quand j'ai atteint mes chandelles la dernière fois, est-ce que on a raconté des blagues et on a ri. Donc, c'était un peu ambitieux, mais réaliste. Alors maintenant, je l'ai mis à 50. Ça, c'est une très longue vie avec un greffe. Alors, je sais que la recherche, c'est l'espoir, c'est mon espoir pour le futur, pour ma qualité de vie actuelle et pour le pronostic. Et c'est pour ça que je suis très engagé avec ces projets de partenariat et c'est pour que je sois assuré que les gens comme moi sont entendus. Et c'est pour ça que je suis là pour partager ce travail tellement important parce que nous n'avons pas de pause, nous ne pouvons pas prendre des vacances, c'est quelque chose avec lequel nous vivons à chaque jour. Donc, je suis enthousiaste de partager plus sur vous, de ce qui est avec ce 3 ans, mais je fais une pause et je vais donner la parole à mon amie Sandra. Merci, Christy. En entendant parler et t'écoutant parler, il y a tellement d'aspects de ce que tu as partagé qu'on ne peut pas apprécier à moins qu'on a vécu un parcours de grève d'une façon ou d'une autre. Et tout ce que tu disais a tellement d'importance et tellement puissant. Et c'est pourquoi ce travail est tellement important. Je sais que ma biographie était très académique et quand on m'a demandé de l'envoyer, j'envoie celui que j'envoie pour le travail. Mais il y a une histoire en arrière de ça. Ma famille a été impactée par la maladie rénale à travers plusieurs générations, à travers ce que nous connaissons de Alport. Mon mari en particulier, vous le voyez dans la photo du milieu, c'est Jim. Lui, à un très jeune âge, quand il était en première année d'université, tout d'un coup, il a su que ses reins étaient en train de défaillir. Il a dû commencer à faire de la dialyse au début de ses années 20. Et il a été en dialyse pendant plusieurs années. Donc, son père a été un donateur vivant donc il y a une transplantation en 94. Je l'ai connu à peu près 2 semaines après qu'il est sorti de l'hôpital avec son greffe, avec une nouvelle possibilité de vie. Et à peu près un mois après, nous sommes devenus fiancés. Alors, j'ai passé à travers tout ce parcours avec lui et sa famille. Son rein, comme Christy a dit, 23 ans, euh, depuis qu'il a eu le don de rein de son père. Ça veut dire que nous avons envie le plus proche de la normalité possible. On en a voyagé à travers le monde. Et encore une fois, il y avait toujours les révisions, comment est-ce que le créatinine va être cette fois ci. Et toute la réjection de transfert, de greffe qui est en arrière de la tête. En 2017, c'était clair que la première reine n'allait pas durer et qu'il fallait comprendre qu'il allait commencer de nouveau avec l'hémodialyse. Il a été sur l'hémodialyse 13 mois en 2017 et 2018. Et ce que vous voyez à gauche, c'est sa dernière session d'hémodialyse avant d'arriver de son nouveau rein au mars, avril de 2018. Alors, voilà, il y a une longue attente et proche de ce que vous dites, j'ai vu l'homme que j'aimais lentement devenir de plus en plus faible et
est en train de se retirer de plus. C'est la photo dans le milieu. Ça, c'était une semaine après la sortie de l'hôpital, après le deuxième greffe. Vous voyez qu'il est très maigre et je suis content du fait qu'il est beaucoup plus robuste et moins pâle aujourd'hui. Mais ça, c'était une journée magnifique de voir le fonctionnement de nouveau rein. Je suis devenu bénévole pour être une donatrice vivante et moi, j'ai dit que je peux céder mon rein s'il y a quelqu'un qui peut faire un échange pour un reine pour mon mari, mais dû à l'échange en pair, on a trouvé où mon reine est allé à un récipient anonyme et il y a un reine pour mon mari. Et je dois dire, comme infirmière depuis 20 ans, avec dans des maladies chroniques, l'expérience d'être une patiente pour donner un organe, c'était quelque chose de très illuminant parce qu'on a ces connaissances comme quelqu'un qui est dans le système de santé. On le voit d'une autre perspective complètement différente. J'ai vu les choses dont il s'est parlé. Il y a toujours plus qu'on peut faire et la nécessité de prêter attention aux besoins de nos patients, qu'ils soient des donateurs, que ce soit des soignants, et que c'est tellement puissant et il faut prêter attention. C'est pourquoi, dans mon travail professionnel aussi, avec un parcours très personnel que j'ai vécu. Et comme résultat, nous avons fini à faire l'échange. En fait, moi, je suis allé à Calgary pour voir la chirurgie. Mon mari est resté à Edmonton. À ce moment-là, a eu sa greffe le même jour. Donc, vous pouvez nous aménager. Étant quelqu'un de soignant, une personne, et ça aurait pu être n'importe où au Canada et pour faire l'échange. Mais c'était seulement à quelques heures. Mais ça voulait dire que je ne pourrais pas être avec mon mari. Comment est-ce qu'on allait s'appuyer l'un l'autre pendant que nous sommes en train de vivre ça sans savoir qu'est-ce qui arrive avec l'autre? Et c'était une expérience très intéressante, le moins qu'on puisse dire. Mais tout ça étant dit, tout est bien maintenant et le rein fonctionne très bien. Et on a aussi des rendez-vous médicaux aussi et les poignées de médicaments. Quand on a partagé avec Christy la dernière photo, je vais finir avec ça, Ongoing que family puisque ça a été for many years. un parcours de famille pour beaucoup depuis des années, nous sommes très engagés avec la Fondation du Rein du Canada et je suis bénévole dans le chapitre de l'Ethridge et Calgary. Donc, en 2016, nous avons fait la marche pour les reins dans Calgary, en Alberta, et c'était une expérience très importante d'en faire partie pour augmenter la conscience sur la Fondation du Rein et les dons d'organes. Et voilà ce que je devais continuer comme résultat. Il y a quelques années, nous avons eu l'opportunité à travers mon travail de bénévolat avec la Fondation du Rein du Canada de faire partie du collaboratif de dons et de greffe d'organes et ça nous a donné un certain financement de pouvoir faire un projet de recherche basé sur les patients qui s'appelait Améliorer l'engagement et autonomiser les patients pendant leur parcours de greffe. C'était une opportunité merveilleuse pour utiliser mon expertise professionnelle, ce que je fais comme chercheur et comme infirmière pour m'améliorer, pour entendre des voix et les expériences des patients, des familles et des donateurs vivants. Donc, qu'est-ce qui est important pour eux, ceux qui sont engagés dans un parcours de plus grave. Et pendant qu'on était en train de concevoir le projet de recherche, est-ce comment on peut interagir avec à chaque fois le type de questions de recherche jusqu'à comment récolter l'information, comment l'analyser. Donc, on a vraiment, depuis le début, on s'est laissé guider comme dans le projet. Donc, on parle beaucoup de la recherche qui engage les patients et les patients qui sont des partenaires dans la recherche. Et je suis très fier de dire que c'était un exemple extrême de l'engagement des patients et de faire ensemble ce parcours à tout le long. Prochaine diapositive.
C'est tout à fait raison, Sandra, et c'est ça qui, je pense, qui est tellement merveilleux et surprenant de ce projet. C'est vraiment un projet qui a été initié par les patients et dirigé par les patients. Et c'est pour les patients, les familles et les donateurs et de la part d'eux-mêmes. Alors ici, nous avons vraiment repris ce principe depuis le début, depuis l'initiation du projet, où nous avons regardé nos partenaires, patients et familles donateurs pour formuler les questions et pour évaluer les priorités, les objectifs et les métriques pour le projet. Donc, les partenaires ont fait partie du processus. On a travaillé avec eux pour utiliser leur réseau formel et informel et on a dû faire des liens à la communauté plus large et ça a garanti que nous avons une perspective à travers toutes les différentes cultures et groupes d'organes. Alors, c'était très important ce projet. Ils ont mis la table pour ce qui est, il y avait dans notre questionnaire un autre groupe de questionnement. Alors, je sais, on va parler un peu plus tard du fait que nous voulions de l'expertise et les idées des partenaires avec leur connaissance, les outils de ce qui était disponible dans la communauté qui était utile et pertinent pour d'autres. Alors, quand on a fait pour l'enquête en ligne, ils nous ont aidés à participer et développer les questions de l'enquête pour pouvoir que ça soit compréhensible et qu'ils sont allés pouvoir capter ce que nous voulions capter. Alors, après les groupes de discussion et qui ont commencé plus tôt, alors on a cherché des partenaires pour co-créer des questions. Ils nous avaient aussi qui étaient des co-modérateurs dans ce projet. Et pour le rapport final, au final, nous qui preniez les recommandations finales faisaient partie de ce qui venait, la traduction des connaissances. Nos partenaires étaient très importants pour développer une stratégie pour arriver à un public plus large et pas seulement les cibles académiques ou universitaires, mais les organisations et d'autres communautés de patients, familles et donateurs. Donc, les objectifs étaient, il y en avait trois. Premièrement, on voulait améliorer l'accès aux services et aux produits pour les patients et ceux qui sont autour d'eux pour les greffes, d'autonomiser les patients pour passer à travers le système, pendant tout le parcours. Et finalement, comme on a essayé de développer des approches dirigées et concentrées sur les patients du point de vue de ceux qui ont vécu ces expériences. Prochaine diapositive. Donc, comme Christy a mentionné, il y avait trois façons de récolter l'information pour créer les recommandations. On a travaillé avec nos nos partenaires patients tous les parts. Donc, premièrement, on a fait un inventaire des ressources. Après, on a créé une enquête en ligne. Et après, nous avons organisé une série de groupes de discussion. Je vais vous parler un peu de chacune de ces choses-là. Donc, notre réseau de parties intéressées et les patients eux-mêmes ont développé un inventaire de ressources qui sont disponibles pour les patients et leurs familles à travers le Canada. Finalement, il y avait plus de 300 ressources qui étaient réunies, qui inclut tout ce qui est parti de l'information sur les programmations, par les organisations nationales comme le Fonds du rein et du foie, et aussi ceux qui viennent des provinces et des territoires comme matériel éducateur et qui viennent des patients eux-mêmes. Et comme vous voyez ici sur l'écran, les thèmes couvrent tout le spectre de l'appui financier, le médicament, d'informations spécifiques aux maladies, programme d'exercice après la greffe, des vaccins et encore plus. Et pendant le projet, on a partagé ces ressources avec des personnes qui ont besoin d'aide pour naviguer à travers les systèmes
Et on a partagé directement avec prochaine diapositive. Après, on a voulu apprendre sur les greffes et de la part point de vue des gens qui avaient des expériences à travers de notre enquête en ligne. Cette enquête était ouverte à n'importe qui sur un parcours de greffe avec aussi ceux qui les soignaient et les donateurs vivants. Donc, notre partenaire patient était absolument essentiel pour créer cette enquête et pour faire un pilote sur les questions qui étaient utilisées. Ces questions incluaient les questions larges sur le parcours vers la greffe, les produits, les services qui sont et les prix qui est disponible, comment naviguer le système, des questions sur comment les patients et leurs familles et les donateurs peuvent naviguer à travers le système tel qu'il existe aujourd'hui et des questions spécifiques sur la donation vivante et des questions aussi sur le COVID-19 pendant le parcours de greffe. Et c'était disponible en 5 langues de l'enquête et nous avions 994 personnes à travers le Canada qui ont partagé leurs expériences de greffe avec nous à travers cette enquête. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, finalement, nous avons aussi mené des groupes de discussion. Il y a 4 groupes en total, pour une participation de 20 participants. Et nous nous sommes réunis virtuellement 2 fois l'année dernière, au printemps et à l'automne. Alors, le premier groupe incluait des questions qui allaient plus loin sur les expériences vécues dont nous posions des questions dans l'enquête. Et le deuxième était plus sur les thèmes et des opportunités qui ont ressorti pendant ce premier tour. Encore une fois, on a travaillé avec les familles pour voir quelles étaient les questions qui nous aidaient à comprendre les vécus des gens sur le parcours de transplantation. On a eu beaucoup de privilèges à rencontrer des gens de partout au Canada, également de différents groupes d'organes. Donc, qu'est-ce que nous avons entendu par le biais de ces groupes de recherche? Eh bien, c'est là où on parlera des recommandations. Ultimement, il y avait 3 recommandations qui sont survenues de ce qu'on a appris. Alors, prochaine diapo. Donc, la première de ces recommandations, c'est de prioriser la conscientisation de la santé mentale, le soutien, c'est-à-dire donc de réduire le stigmatisme au sujet de la santé mentale, de devenir plus transparent et de normaliser la transformation sur le soutien à la santé mentale. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait différentes façons de faire, puis on a des citations des gens qui ont participé, par exemple, donc de ce qu'on a entendu en ce qui a trait au soutien professionnel. Une personne a dit qu'il voulait avoir plus d'accès aux services de santé mentale avant et après la transplantation. Il y avait très, très peu d'aide et ça coûtait trop cher pour ceux qui, sur des handicapés et donc ont moins de revenus. Et c'était pour la plupart, pour plusieurs, complètement inaccessible. Donc, on avait besoin d'un soutien significatif et donc aussi à des points précis sur le parcours et également tout au long, au fur et à mesure que c'est requis. La deuxième sous-recommandation, c'était au sujet des ressources pour des prodigueurs de soins et des soignants. Et on a dit qu'on voulait que les gens soient autour d'eux et c'était le sujet. Et donc, on a commencé à traiter ça en s'assurant que les soignants aient les outils dont ils avaient besoin et les indicateurs de développement de qualité pour soutenir les patients. Et finalement, le soutien des pairs. Une personne a indiqué que c'était vraiment très important et en pensant à traverser un parcours de transplantation ou même à juste à y songer, ça faisait peur à tout le monde, mais c'était complètement normal. Et donc, cette recommandation est autour de
euh, l'établissement de groupes de soutien de pairs pour tous. I'll pass the mic to Et Christy donc, ceci étant dit, je vais maintenant passer la parole à Christy pour discuter de la deuxième grande recommandation. Donc, pour la deuxième and recommandation, services to ensure c'est d'élargir les ressources et les services pour avoir des soins plus équitables pour ceux qui traversent un parcours de transplantation. patients and Donc, caregivers. réduire le fardeau financier, établir ou soutenir les Of repositoires, donc les bases de données and resources for trans- d'éducation et ressources pour les patients de transplantation et ceux qui traversent le and parcours de transplantation, également d'étendre un plus grand soutien en naviguant le parcours. Également d'avoir Carrie des mentioned, défenseurs. Et comme Carrie a mentionné, il y a des citations qu'on a entendues qui vraiment nous arrivent très facilement à ces points clés. Donc, il y a une personne, j'ai dû faire des levées de fonds pour rester près de l'hôpital pour 3 mois, pas après la transplantation, mais j'étais propriétaire de maison et je devais m'occuper de ma famille. Les obligations financières étaient astronomiques et j'ai dû déclarer gets me. faillite pas longtemps après ma transplantation. Et ça me rejoint beaucoup parce que je peux m'y rattacher. Également, la deuxième fois, les ressources éducatives. J'ai eu l'impression que c'était comme une liste de vérification qu'il fallait traverser, envoyer quelque chose, me parler de nourriture. C'est un pamphlet, juste le lire quand vous arrivez à la maison. Mais j'ai pas compris l'information sérieuse à ce sujet, puis je crois que ça est arrivé beaucoup trop Navigational tôt. Et and self- finalement, en ce qui a trait à la navigation et du soutien autodéfenseur, ce qui me préoccupe vraiment, who just don't have the c'est les skills gens or qui sont pas capables, qui n'ont pas les aptitudes ou qui sont tellement malades qu'ils peuvent pas se défendre eux-mêmes. Prochaine diapo. All right, and the third large Donc, area le of troisième is really around the secteur de recommandation est au sujet de care. l'amélioration de la coordination et de la continuité des soins. C'est pas surprenant que le thème qui est ressorti à répétition, c'était la communication, les manques de communication potentiellement qui viennent d'un manque d'information ou de clarté et qui augmentent l'anxiété, le stress qui s'y relie. Donc, il y a des citations qui mettent ça en lumière. Donc, dans le processus d'être inscrit à la liste et retiré de la liste, j'avais l'impression que beaucoup d'informations n'étaient pas bien partagées ou pas de la bonne façon. Encore là, où êtes-vous sur la liste de transplantation? Quelles sont les mises à jour? Et de juste pas savoir comment on communique ça aux patients et aux donneurs potentiels. Et également, donc, de ne pas avoir une personne de contact à qui parler si vous avez une question après la transplantation au sujet de la guérison. L'idée que lorsqu'on était en pré-transplantation, il semble y avoir plus d'informations. Puis après la transplantation, toutes les ressources et les connexions que vous avez auparavant, ils ne sont plus là. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Et donc, il y a comme un manque de clarté de communication au sujet du soutien à ce moment-là. Prochaine diapo. It's me. It's sorry, C'est Ariane. moi. So on to our knowledge translation. And Donc, again, on continue avec la traduction de la connaissance. Donc, avec les projets, on suit les familles project team et les donneurs et les patients. Et donc, on a identifié 3 groupes principaux où on voulait assurer de partager nos trouvailles sur notre projet. Donc, c'était les patients, les familles et les donneurs, les gouvernements, les donneurs, les organisations d'organes, donneurs d'organes et la recherche. Prochaine diapo. Et lorsqu'on est arrivé donc aux familles, aux donneurs, il fallait avoir plus de connaissances. Donc, on voulait s'assurer que notre site web de projet qui était en fonction pendant la durée de notre projet, qu'il soit maintenu et qu'il reste en opération. Et donc, ça, c'est toujours existant. On le met à jour dès on a du nouveau matériel ou des outils qui sont disponibles et on peut donc voir qu'il y a donc un petit résumé de projet qui a été conçu pour montrer les éléments clés du projet qui étaient d'intérêt aux patients et aux donneurs sans montrer un rapport vraiment très en profondeur.
et c'est également partagé avec tous les individus qui ont participé au sondage, au groupe de recherche, qui ont indiqué qu'ils voulaient être plus mis au courant davantage des résultats finaux. Et tout ça, c'est disponible à quiconque est intéressé. Et bien sûr, on offre également ça sur des présentations, des ateliers, des webinaires, comme on est en train de faire là. C'est destiné donc aux patients, aux familles, aux donneurs, et c'est moins de nature académique. Donc, prochaine diapo. Donc, comment s'assurer que les voix des gens qui participent, donc les patients de transplantation et les donneurs vivants, sont entendus véritablement par le système de soins de santé et les gens qui prennent les décisions au sujet des soins. Donc, le rapport final du projet, c'est quelque chose qu'on a mis sur pied, qu'on a partagé dans les deux langues, français et anglais, et c'est sur le site web également. Et on a également mis sur pied un bref rapport des intervenants qui émet des recommandations et comment les organismes fonctionnent et on essaie d'identifier comment ces organisations peuvent également participer. On a présenté les résultats de l'étude à aux collaborations et également aux gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux. Et Sandra va vous parler de ce qu'on a appris donc dans cette collectivité de recherche. Prochaine diapo. Donc, tout à fait. Donc, tous les publics sont importants et un de ces publics qu'on voulait vraiment atteindre pour en discuter, ce sont les soignants formels, donc infirmiers, médecins et toutes les équipes multidisciplinaires qui travaillent en transplantation pour mettre en lumière et sous-tendre les voix des patients et des recommandations pour les changements de système. Donc, on a pu présenter plusieurs conférences pour les publics qui travaillent en transplantation et on a plusieurs articles de journaux qui sont à être soumis pour soumettre à ces journaux médicaux de soins de santé. Ça a été un parcours intéressant parce qu'on a eu l'occasion de soumettre à des journaux vraiment de grand impact au sujet des soins des reins ou des transplantations qui semblaient être des modèles plutôt biomécaniques, médicales, pardon. Et il y a des rejets, ça se produit toujours dans ces journaux, mais ça a solidifié l'importance de soulever ce type de recherche et ces patients dans les recommandations qui ont été générées. Et on a encore beaucoup de travail à accomplir dans l'aide aux soignants pour comprendre ce qui se passe pour les soignants et pour ceux qui essaient de desservir, donc les patients. Donc, on essaie donc de s'éloigner des journaux médicaux avec ce genre de recherche centrée sur les patients parce que dans le quotidien, c'est ce qu'ils ont besoin de comprendre et c'est les parcours de leurs patients. Donc, on va continuer à faire ça. Il y a beaucoup de défense qui se fait à ce moment, à ce niveau-là. Et on aura 2 ou 3 articles de journaux qui seront représentés dans les différentes facettes du programme. Prochaine diapo. Et on est vraiment très déterminés dans nos projets. Je sais que vous le savez, mais ceci étant dit, une des choses les plus importantes qu'on a appris de ce projet, c'est qu'il est très important de comprendre le vécu de nos patients, familles et donneurs, parce que c'est central pour soutenir un système de transplantation d'organes dans un pays qui réagit aux besoins divers de ceux qu'ils essaient de desservir. Et pour ce faire, on a besoin de prendre le temps véritablement de façon continue d'écouter, demander à ces individus parce que c'est un vécu qui est vraiment
de I- grandes valeurs. C'est sans prix. Prochaine diapo. Tout d'abord, on aimerait remercier et reconnaître les patients, les familles et donneurs vivants qui ont partagé leurs expériences avec grande générosité à travers le pays. On attache une grande valeur, on apprécie les contributions de chaque partenaire et les groupes de recherche, les participants qu'on a eu la chance d'avoir. Le projet a été financé par Santé Canada, mené par la Fondation Kiernan Canada, avec l'expertise de l'Université de Calgary, Dr. Sandra Davidson, et soutenu par l'Association canadienne des greffes et le programme de recherche en dons et transplantation du Canada également. Prochaine diapo. Now that Carrie, of course, has thanked our Eh bien, sponsors, maintenant que I want on a remercié les commanditaires et you. tous, je vais prendre un certain temps pour vous remercier, vous qui vous joignez à nous aujourd'hui et and to share with qui nous permettez de partager avec vous nos trouvailles, du travail très important qui est très significatif pour nous. Je pense qu'il est important que plus d'individus dans les collectivités apprennent à ce sujet. Donc, on vous remercie de votre présence et votre participation aujourd'hui. Merci. Merci à nos panélistes d'avoir présenté l'info et les efforts sur 3 ans. C'est une grande récompense. Avant de commencer les discussions, je veux vous rappeler que vous pouvez soumettre vos questions à Q&A sur votre écran et donc éviter de ne pas utiliser le clavardage pour présenter vos questions. Sandra, I'm going to start with a question to you. Sandra, je vais commencer avec une question à vous. Pourquoi c'est si important d'avoir l'engagement des patients, comme on a discuté, surtout dans les façons, de façon à améliorer les soins des patients? Oui, c'est essentiel. Et oui, j'ai vu un virage, même dans les 5 dernières années en recherche et lorsqu'on essaie d'avoir du financement pour la recherche, les propositions, beaucoup des organismes demandent à ce qu'il y ait un processus collaboratif et que les patients soient engagés dans la recherche de façon significative et pas juste de façon parallèle. Et donc, il y a un mouvement vers ça. C'est quelque chose qui a été requis depuis très longtemps, mais c'est bien d'avoir de grands corps de financement comme Santé Canada et autres qui mandatent qu'il y ait une implication des patients à différents niveaux pour aviser le type de questions, de recherches qui sont posées et que ça aura un impact sur les vies et qualité des expériences et la qualité du traitement pour les patients et les soignants. Et je pense que c'est un bon mouvement. On a encore beaucoup de rattrapage à faire. Je pense qu'il y a encore un manque. Mais il y a ceux qui ont de l'avance, un peu plus d'avance, et d'autres qui sont plus fiers de l'arrière, à savoir, ils ne comprennent pas comment on implique les gens qui ont du vécu là-dedans et les impliquer dans la recherche et que ce soit fait de la bonne façon et ne pas sentir que les patients ou que la consultation des patients, et ça n'a pas l'air honnête, sincère, donc on n'y fait pas justice. Et je pense que c'est vraiment très puissant pour la défense, les politiques et les décideurs politiques, de pas juste d'avoir des résultats scientifiques ou médicaux, mais que l'impact et l'influence que ça peut avoir sur les vies et les bien-être des gens. Et un bon exemple, ce serait de voir jusqu'à quel point on a entendu clairement les besoins en santé mentale qui sont requises. Et donc, on peut faire croître ça et augmenter la qualité de vie sur des gens en parcours de transplantation pour tous, les patients et les donneurs vivants.
Et donc, c'est plus significatif et ça a plus d'impact que n'importe quelle statistique qu'on puisse faire ressortir. Et donc, c'est un beau mariage d'avoir cette grande qualité de recherche avec la composante de vécu qui le valide et la met à quelque chose de vivant. Et c'est comme ça qu'on pourra lui donner l'attention des gens qui traversent le système de façon vraiment importante. Oui, on reçoit tellement d'informations comme des gens dans leur quotidien et il y a de grandes histoires de passion et la rétroaction qu'on a reçue à travers le projet qui mène à ces recommandations-là. Donc, on entend toujours ces voix-là. Maintenant, on connaît l'importance, il y a tellement de facteurs à savoir pourquoi ce type de recherche est importante. Christy, je vais vous revenir et je vais vous demander comment est-ce qu'on peut faciliter ou encourager plus de patients à participer, à partager leur information pour amener des changements en politique, améliorer les soins de la santé en général. Really good question. Merci, Lydia. Je pense que c'est une excellente question et très importante à poser. Je crois qu'en grande partie, c'est au sujet de Where they rencontrer are at. ces patients, leurs familles et les donneurs vivant de leur demander où ils en sont et de reconnaître tout obstacle qui souvent peuvent Can often empêcher prevent people. la diversité, les perspectives et empêcher les gens de se sentir à l'aise et d'ouvrir, qui s'ouvrent et donc qui partagent leur histoire. Et c'est au sujet de reconnaître que ça peut être une expérience vulnérable, traumatisante et qui cause de déclenchement, mais aussi qu'on a besoin d'entendre. Donc, reconnaître qu'on a besoin de faire davantage pour traiter ces obstacles potentiels. Juste, par exemple, des questions de logistique, souvent, de reconnaître que parfois, on a des vies également, on travaille, on a des familles, on a beaucoup d'obligations. Et donc, de faire l'on peut pour rendre les choses disponibles pour que les gens puissent amener leur voix à table, partagent leur histoire et que, par exemple, qu'il y a des remboursements, par exemple, de reconnaître qu'il y a des contraintes financières qui peuvent poser problème et comment est-ce qu'on peut les rectifier. Et également penser qu'il y a beaucoup de fardeau sur les organismes parce que ce sont les organismes qui ont besoin de vraiment parler de ça, attacher une valeur et du respect à ce que ça signifie. Et c'est pas juste jaser, mais il faut vraiment mettre en pratique les choses. Donc, avec leur mandat d'organisme, il faut qu'ils prennent des mesures pour traiter ça, que ce soit plus de sensibilisation avec la diversité, l'inclusion, l'équité, ajouter ça à leur mandat, que ce soit plus accessible et possible pour ces expériences et ces points de vue, et pour que ça sorte et que ce soit entendu. Il y a plusieurs autres façons, mais je pense que ce sont les principaux pour moi, en ce qui me concerne. Merci, Christy. J'avais une question avec vous. Donc, on a montré comment ça s'était partagé et comment il y a des modèles qui nous arrivent de façon directe avec les groupes de défense et les groupes de transplantation, donc des façons de partager ces voix-là. Il y a plusieurs façons de partager ces histoires et je vais les recommander. Donc, je vais recommander aux gens de communiquer avec vous. J'espère avec votre histoire. J'ai une question pour Carrie. À titre de gestionnaire de projet, vous avez mis sur pied un projet, vous avez rejoint plusieurs personnes, des organismes, des représentants du gouvernement, des groupes de patients, des chercheurs en général. Est-ce que vous voulez partager l'expérience de comment vous avez procédé pour rejoindre tout le monde et comment les gens se sentaient par rapport au fait qu'ils participaient à ce projet? Absolument, oui. Donc, on a eu un grand privilège, comme je l'ai dit auparavant, d'avoir des partenaires patients qui ont participé à toutes les étapes de ce projet, et c'est-à-dire également de rejoindre également ces organismes. Donc, c'était un début à la racine. On a commencé
avec les patients, familles, donneurs. Puis on s'est étendu à partir de là. Donc, on a demandé à nos patients partenaires de partager leur réseau professionnel et personnel de façon à pouvoir rejoindre un maximum de personnes. C'était une expérience vraiment très touchante de commencer à faire ces liens, tisser ces liens avec ces organismes. Et il y a eu beaucoup d'enthousiasme. On était vraiment très heureux de voir ça et de la part des gens qui qui ont rejoint notre réseau de partenaires et de patients et autres. Il y avait beaucoup d'enthousiasme. C'était vraiment très euh, enrichissant de voir qu'il y avait tant de gens qui voulaient participer à un tel projet et qui voulaient s'assurer que les voix des gens, des patients soient entendues. Oh, you're muted, Lydia. Lydia, vous êtes en sourdine. Merci. Bien sûr. Lorsqu'on a commencé ce projet, il y a plus de 3 ans, on avait le luxe d'être en ensemble et comme on est en train de fabriquer un sondage rendu à cette étape-là, Not only did COVID affect that in the non whole seulement, donc, in general, it really did affect the transplant community quite greatly. l'effet est sur So I ces was gens-là, mais c'est sur tous. Donc, je voulais entendre ce qu'on avait entendu du projet depuis avril, des gens qui ont traversé le parcours de transplantation. The thing that comes to mind for me, it was really Une chose qui me vient en tête, c'est qu'il y avait quelques this is not trucs intéressants unique to the folks that are on et it. ça n'est pas unique aux gens qui sont sur un parcours de transplantation, mais en soins de santé en général. Tout d'un coup, il y avait cet accès aux rendez-vous téléphoniques et puis Zoom auparavant, surtout lorsqu'on pense aux gens qui sont dans les régions rurales doivent voyager de 3 à 5 heures pour aller à un rendez-vous avec un spécialiste ou à un examen. Et tout d'un coup, en raison de la COVID, le système répond, puis on est capable de prendre des rendez-vous avec des spécialistes et des soignants de la santé. Donc, c'est plus accessible. Donc, les gens qui ont des problèmes de mobilité ou qui sont immunosupprimés, ils ont la possibilité, ils n'ont pas la possibilité à un hôpital. Donc, il y avait ce côté-là, mais également l'isolement et le manque de soutien social sur lesquels les gens se battent, se fondent pour s'aider avec leur santé mentale et leur bien-être, et sans parler des gens qui ont des problèmes au niveau de by COVID. leurs revenus et l'impact que ça peut avoir au niveau de la COVID. Donc, il y a tellement il y a multifacettes, mais je pense que ce qui ressort, c'est l'accès aux soins et la capacité de faire ça avec la technologie. Ça sera intéressant de voir ce qui se passera maintenant qu'on est dans une phase autre de la COVID, c'est pas parti. Mais comment est-ce que le système de la santé va continuer à gérer ça? On sait que ça fonctionne et on a créé des accès de toutes sortes de façons. Donc, comment on continue à défendre l'utilisation de ces choses-là lorsque ça convient et ça a du bon sens pour réduire les fardeaux de plusieurs façons. Je pense que c'est dit. Par contre, ça veut également dire que les gens qui ont accès à de bonnes technologies, des bonnes connexions Internet, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et ça, c'est créer des obstacles de type différent qu'on ne voyait pas auparavant. Donc, le parcours se poursuit, mais je pense que ça représente ce que l'on a appris. Christy, est-ce que vous avez un commentaire? That was, I think, a really Oui, j'ajouterais, je pense que important, insight that we c'était donc les points importants qu'on a déjà entendus, beaucoup d'implications. in addition Mais to, of course, sinon, je having pense qu'il y en a d'autres and également. anxiety-provoking this whole entire experience was. Le stress, l'anxiété qui ressortait pardon, des patients et des familles. Mais il y a eu également les silos dans le système des transplantations de notre pays. Puis ça s'appelait au partage de l'information. On entendait de plusieurs participants
qui se luttaient pour savoir où aller, à qui se présenter pour l'accès de la façon la plus directe au niveau à l'information. Souvent, ils allaient à leur propre équipe de transplantation ou de l'organisme de don d'organes. Et c'était pas toujours disponible. Et ce qu'une personne entendait, puis et lorsque ça communiquait ça à une autre personne, c'était très différent. Et donc, ça reflète la décentralisation du système de santé en général. Mais je pense que ça a été difficile pour plusieurs familles et donneurs et patients. Et ça reflétait les défis à l'extérieur de la pandémie pour avoir des transplantations. Donc, on peut apprécier d'avoir simplement d'être la base, donc d'être sur ce parcours de transplantation. Puis il faut voir ce qu'il faut faire pour se protéger soi-même, où aller et ce dont on a besoin pour avoir accès. Et je pense donc que c'est vraiment très éclairant à ce niveau-là. Carrie, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Je n'ai pas vraiment rien à ajouter qui ne soit pas équivalent à ce que vous avez dit déjà. Mais en termes d'accès, j'ajouterais que c'était bien d'avoir l'occasion de rejoindre les soignants de la santé, de ne pas avoir à voyager si loin pour obtenir les traitements. Mais il y a des gens qui parfois préfèrent cette interaction en personne. Et donc, c'est au sujet comme Christy et Saint-Jean ont dit à travers la présentation, c'est au sujet de tendre la main, d'intégrer le tout et de les rencontrer là où ils se trouvent, eux, avec leurs besoins actuels. Et donc, je pense que c'est un point vraiment très intéressant qui a été fait par rapport à cette question de COVID qui a été posée. J'allais dire, si vous voulez en savoir davantage, il y a une section de notre rapport qui se tient par rapport à la COVID et qui souligne les infos clés par rapport à ça. Et donc, on a déjà, si pour ce rapport final, on a déjà mis ça au clavardage, le lien. Donc, et je vous encourage à vérifier ça. Donc, merci beaucoup. Alors, une des questions, c'était comment est-ce que on traite avec la réjection, comment se prépare et comment on fait dans les cas de réjection, de rejet. Alors, est-ce qu'il y a eu des résultats qui ont parlé de cette partie dans le projet de recherche? En pensant, là où ça est ressorti, c'est la peur continue de rejet. Il y a un thème sur lequel le manque de ne pas savoir et l'instabilité d'être toujours devoir penser que les choses pouvaient changer à n'importe quel moment de façon très importante. Alors, si tout d'un coup ça va et il y a un épisode de rejet, et de comment gérer ça. C'était un des thèmes de l'incertitude que nous avons entendu dans beaucoup d'exemples. La peur du rejet, de ne pas savoir d'un jour à l'autre qu'est-ce qui va arriver. Et c'est là que la partie sur la santé mentale est très importante parce que beaucoup de monde qui sont sur une liste d'attente de jour à jour, est-ce qu'il faut tout laisser tomber et être à l'hôpital demain? Parce qu'il y a un donneur qui est décédé. Et est-ce que j'ai un problème de rejet? Comment nous pouvons appuyer au niveau de la résilience et la santé mentale pour des gens qui vivent avec cette incertitude pendant des années? C'est là que ça a ressorti. Et cette expérience unique pendant le parcours de Grèce sur l'incertitude, et une partie de ça, c'est la peur continue du rejet. J'ajouterais à ça, Sandra, on a entendu aussi parler des liens et du support. Cela, c'est comment gérer cette difficulté à prévoir, prévoir et de comment se relier avec des individus qui comprennent, qui sont dans la même situation. C'était très important quand on parlait des supports des pairs et des connexions. Alors, surtout, c'est les proches. Et il faut avoir quelque part pour aller partager les peurs et les inquiétudes. Je vous encourage à regarder le rapport parce que tout ça
est vu en beaucoup plus de profondeur. Ici, on le regarde très d'en haut, mais vous verrez ces thèmes-là, vous avez beaucoup de ça relié à ce dont on parlait et aux questions, en fait, les questions que vous posez. Je voudrais juste ajouter, Sandra et Christy ont déjà mentionné ces thèmes et opportunités pour changement sont toujours reliés entre eux et ils fonctionnent tous ensemble. Et un des thèmes qui est ressorti, c'était sur l'appui pour les proches aidants, pour les soignants. C'est un matériel où beaucoup de ceux qui ont répondu ont dit notre proche aidant ont besoin d'appui aussi. Ceux qui nous appuient, nous, ont besoin d'un appui formel et informel qui existe. Donc, il y a des programmes de support de l'appui des pairs et aussi de l'appui professionnel pour eux aussi. Et les gens qui sont, ça aide à naviguer à travers cette incertitude. Thank you very much. Merci beaucoup. Il y avait une question. Est-ce qu'il y a des développements du côté des agences gouvernementales sur le financement? Est-ce qu'il y a des changements au niveau de l'appui de santé mentale et financière? Je ne peux pas parler du gouvernement là-dessus, mais au niveau de l'appui de santé mentale et des pairs, il y a un financement. Je sais qu'il y a des groupes virtuels qui sont en train qui interagissent avec des groupes spécifiques. Et alors, c'est très difficile que c'est la population de ceux qui ont reçu des greffes en Turquie qui a été affectée par une greffe pendant tout le parcours. On peut leur donner de l'appui et ils sont très bienvenus de venir se joindre. Et c'est une chose que je peux ajouter. Et je vais donner aux autres s'ils veulent dire quelque chose sur cette question-là. C'est une question très importante sur laquelle nous travaillons. Nous travaillons encore sur la socialisation de ces résultats et de nous baser sur ce qui a été découvert et aller vers une augmentation de conscience et sur ces résultats-là. Ceci étant dit, ça rentre dans notre contexte de collaboration, mais ceux qui sont vraiment qui travaillent avec le système de transplantation, des contacts à plusieurs niveaux, ils sont très au courant d'avoir des individus clés qui ne vont pas laisser tomber et qui vont recommander à être des champions de ce fait, que ce soit des individus, des organisations, et qui continuent de poursuivre ce travail. Et je sais que ça, c'est définitivement le cas. Nous ne le laissons pas tomber comme équipe de projet, l'équipe de la Fondation de Rennes va avoir des opportunités. Je pense que beaucoup de ces recommandations vont être plus considérées plus loin, pour aller plus loin. Il y a rien qui a là où il n'y aurait pas d'activité qui a eu lieu. OK, Sandra? J'allais juste ajouter qu'en pensant, comme j'ai dit, nous avons présenté les résultats des conférences scientifiques et des soins de la santé. Il y a une présentation d'affiches qui nous avons fait à la Société canadienne de néphrologie, des endroits comme ça où il y en a des professionnels de la santé. Et la possibilité de partager ça avec des professionnels de la santé de première ligne, par exemple avec les collègues infirmières qui travaillent sur la néphrologie, la transplantation et le dialyse, ce qui a été très encourageant. C'est que plusieurs d'entre eux ont dit beaucoup des résultats et des narrations qui sont dans ce que vous présentez, c'est que se dit, c'est mes patients parlent comme ça. Il y a cette recherche et ce plaidoyer que ceux qui sont prêts à changer des programmes au niveau local, que ce soit à Alberta, au Nouveau-Brunswick ou n'importe où, et nous leur donnons
les preuves et la recherche pour aller à leur équipe de projet pour dire il faut mieux, il faut faire mieux. Parlons-en à toutes sortes de niveaux. Il y a des politiques à travers tout le pays, mais aussi des opportunités pour le changement des systèmes locaux et on peut mettre cette information dans les mains de ceux qui veulent déjà faire des changements. Ça leur donne un autre outil, ça leur donne plus de munitions pour aller de l'avant avec ça. Donc, il y a le niveau de tous les jours des choses qui peuvent être changées à part des choses plus grandes sur lesquelles il faut mettre de la pression. Aussi, on a réuni un peu une carte de route pour ces organisations du local jusqu'au niveau du gouvernement fédéral, juste pour aider chaque organisation de voir où est-ce qu'eux, ils cadrent dans l'application du point de vue de politique ou de changer des choses pour les gens qui sont sur un parcours de greffe. Et ça, c'est sur le site web aussi. Mais oui, c'est quelque chose de très spécifique, un livre de recommandations basé sur les recommandations principales et les suggestions de façon pour tout le monde de s'engager. Merci beaucoup. Et je vais revenir à des questions qui étaient dans le chat, qui étaient un peu plus spécifiques. Et en parlant des médicaments pour ça va au-delà de la discussion. Et je vais me donner de l'information de comment obtenir plus d'informations qui sont reliées à ces questions à travers la Fondation du Rennes. On peut vous référer à d'autres personnes qui peuvent vous aider. Est-ce qu'il y a des commentaires de la fin que vous aimeriez faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager ou quelque chose que vous avez appris personnellement? Je pense que ça vaut la peine de partager avec les participants aujourd'hui. J'aime bien commencer. Pour moi, ce qui a vraiment résonné, c'est la générosité des personnes à partager leurs expériences et le fait que chaque personne, même s'il y a beaucoup de choses en commun, le parcours de chaque personne est unique pour eux. Alors, j'ai trouvé que c'était très touchant d'avoir l'opportunité d'avoir ces conversations avec des gens qui sont sur un parcours de greffe et de leur parler directement. Et ça représente vraiment ce que nous avons entendu dans le rapport. Et spécifiquement, nous avons fait un effort pour nous assurer que ces voix seraient entendues de façon littérale à travers tout le rapport et à travers tout notre travail. Donc, il y a des citations des gens qui sont sur un parcours de greffe dans tout ce que nous avons fait. Donc, pour moi, ça a été un honneur d'en faire partie. Je pense que moi aussi, je me suis senti honoré et très humble d'en faire partie aussi. Moi, j'ajouterais simplement, je pense, la grande importance et l'impact que ça a quand nous donnons aux patients, les familles et les donneurs des conseils et que nous leur donnons le pouvoir de partager leurs soucis, leurs histoires. C'est pas, il faut faire ça encore plus, c'est pas suffisant. Je pense que on va plus sur les soins centrés sur le patient, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Que nous prenons vraiment le temps d'écouter ces individus de façon qui est importante pour eux. Et c'est ce qu'on fait avec ça. C'était tellement important. C'est un des peu de projets. J'ai pas vu beaucoup de projets comme ça où on a donné aux individus l'espace de se mettre de l'avant et on n'avait pas des idées préconçues, on voulait les écouter. Et ce que nous avons produit, ça démontre ça. Et j'en suis très fier, mais aussi très reconnaissant tout le monde à travers tout ce processus parce qu'on n'aurait pas pu le faire sans la confiance que beaucoup des patients, familles et donneurs ont eu en nous. Et nous allons vraiment faire justice à ce qu'ils ont partagé. Donc, je suis très reconnaissante à tout le monde. Merci, Christy. Et c'est vraiment les patients qui ont parlé et c'est merveilleux d'avoir
tellement de voix noise about their experience. qui nous ont parlé de leurs expériences. Finalement, Sandra, je te donne la parole. Donc, c'est quelque chose qui me rend très humble, comme d'autres ont dit, de vouloir faire ce qui est correct et de donner la révérence et l'impact nécessaire de ces histoires, de ce qu'ils méritent, et de mener ça de l'avant de façon qui fait honneur à la confiance que les gens ont faite en nous en partageant leur parcours, et aussi d'avoir un engagement significatif avec les gens qui ont de l'expérience et pas simplement de faire des choses de façon symbolique. Et les sensations d'autonomisation et d'agence qui viennent d'être vraiment engagés dans quelque chose, on peut dire, et je suis en train de partager mon histoire et ça contribue à un mouvement qui peut changer le don. Alors, avec une expérience vécue, et pas comme chercheur, ça crée une autre opportunité pour l'engagement et pour des actions significatives pour changer le système, comme des personnes avec des expériences, mais aussi pour d'autres autour de nous qui sont sur ce même parcours. Donc, un grand sens de pouvoir, c'est quelque chose que nous pouvons tous faire ensemble, partager notre service et de faire une enquête. Alors, ça, c'est une partie très importante, je dirais, du point de vue de la chercheur. Vous savez, nous pouvons faire ce genre de recherche très bien et nous pouvons faire honneur aux histoires si nous empêchons nous-mêmes de le faire. Ce que je veux dire, il y a des façons données par acquis de faire de la recherche et nous devons, pendant tout le système, de poser la question, attends un instant, est-ce qu'on fait ça comme ça? Parce que c'est comme ça qu'on pense que la recherche doit se faire. Et si nous voulons faire de la recherche avec engagement de patient, il va peut-être changer peut-être 5 fois parce que les patients nous disent qu'ils n'aiment pas cette question-là, il faut mettre plus de l'emphase sur telle autre affaire. Et il faut que je change pour permettre les gens de s'engager. Pas tout le monde peut venir dans des groupes de discussion. Peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent répondre aux mêmes questions quand ils ont l'énergie, quand ils ont le moment, et l'envoyer dans un document Word, peut-être que se présenter dans un groupe de discussion. Il a fallu s'adapter à ça et tenir ça en compte, et ça peut se faire, on l'a fait, mais il y a vraiment un engagement avant, au-delà de quelque chose de simple. Et j'ai beaucoup de passion là-dessus, comme vous pouvez voir. Oui, on a certainement perçu votre passion. C'est merveilleux de voir ça, que vous puissiez partager ça avec nous. Merci encore à nos panélistes merveilleux d'avoir travaillé et collaboré à ce projet. Et encore un plus grand remerciement à nos patients, nos soignants et nos donneurs vivants qui ont fait partie de ce projet, qui ont partagé leur voix avec nous et qui ont fait une telle différence dans leur participation à ce projet. Merci. Donc, avant de quitter, il y a eu quelques questions pendant toute la conférence. Donc, on vous invite à nous les faire parvenir si vous en avez d'autres pour en ce qui a trait aux ressources éducatives ou autres. N'hésitez pas à nous rejoindre pour toute autre question. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire sur l'expérience de transplantation